La première exoplanète a été découverte il y a 25 ans autour d'une étoile de type solaire, 51 Peg B, donc dans la constellation de Pégase. En 25 ans, il y a eu à peu près 4000 exoplanètes découvertes. Dans les exoplanètes qu'on a découvertes jusqu'à présent, celles pour lesquelles on est capable de mesurer à la fois la masse et le rayon, on a une idée de leur densité. On a retrouvé des densités proches de celles de la Terre, par exemple, des densités rocheuses, de planètes rocheuses. On a trouvé beaucoup de planètes géantes, qui sont plus faciles à voir parce qu'elles sont grosses, de densité comparable à Jupiter ou à Neptune, donc un peu plus dense, un peu intermédiaire. Et puis on a trouvé une beaucoup plus grande diversité que ce qu'on trouve dans le système solaire, donc à la fois des planètes intermédiaires, de densité intermédiaire, qui pourraient être soit des boules d'eau, comme des océans de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, soit des planètes avec un tout petit cœur et une grosse atmosphère très touffue, soit encore des planètes géantes beaucoup moins denses que Jupiter. Donc on a trouvé une diversité d'exoplanètes beaucoup plus importante que celle qu'on connaît dans le système solaire. Aujourd'hui, on a passé une première ère, disons, dans la découverte des exoplanètes, qui est essayer de détecter beaucoup d'exoplanètes, plusieurs milliers, plusieurs centaines de systèmes planétaires. Aujourd'hui, disons, on entre dans une deuxième phase où on essaye de caractériser les planètes dans le voisinage du système solaire. Donc essentiellement, c'est autour de ces naines rouges, puisque 80% des étoiles du voisinage du système solaire sont des naines rouges, et autour desquelles on connaît relativement peu de planètes. Sur ces 100 étoiles, et donc peut-être quelque chose comme 300, 400, 500, 600 planètes qui se trouvent dans le voisinage immédiat du système solaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'une cinquantaine d'années-lumière, on connaît peut-être 10% des planètes. Donc l'objectif de ces prochaines décennies va être, autour de ces naines rouges, d'essayer de cartographier, de faire une sorte de carte au trésor de tous ces systèmes planétaires pour cocher en rouge celles qui seront les plus intéressantes à étudier avec les nouveaux moyens d'observation spatiaux, seuls, qui sont disponibles dès aujourd'hui ou qui le seront dans les prochaines décennies. Et Spirou est l'un de ces instruments qui va observer dans l'infrarouge parce que justement ces étoiles, ces naines rouges, émettent l'essentiel de leur lumière dans l'infrarouge. Alors il y a au moins 3 méthodes très répandues pour la recherche des exoplanètes. La première, c'est celle qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'imagerie directe. Donc on regarde les étoiles, on regarde leurs planètes directement. On fait une image, un snapshot, une image de ce système planétaire. On voit l'étoile et à côté la planète. Ce n'est pas si simple en pratique. Les étoiles sont beaucoup plus lumineuses que les planètes. Si on regardait même Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre système solaire, à côté du Soleil, on les met à la distance de la première étoile la plus proche. Ils sont très difficiles à séparer parce que la luminosité du Soleil est beaucoup plus importante, 1 million de fois plus importante que celle de Jupiter. Donc c'est l'imagerie directe. Elle a découvert une douzaine de planètes à peu près, que des planètes très grosses et très loin de leur étoile, à cause de ce problème de séparer les lumières. Après, les autres méthodes sont indirectes, c'est-à-dire qu'on va chercher les planètes par des effets indirects qu'elles ont sur leur étoile. Et bien que la planète soit petite, elle peut avoir un effet indirect qu'on peut voir sur l'étoile. Par exemple, ces planètes qui ont le bon goût d'être alignées avec l'observateur, donc on voit passer le transit de la planète, on voit passer la planète devant le disque de l'étoile, ça crée une petite ombre sur l'étoile qui est juste 1% de la lumière de l'étoile qui disparaît, mais ce pourcent de lumière de l'étoile, on peut le détecter. Et s'il revient périodiquement, c'est vraiment le signe que ça vient d'une planète. Ensuite, on peut observer cette même étoile, on sait maintenant la période qu'a la planète autour d'elle, on l'observe avec des spectrographes qui vont mesurer le spectre de l'étoile, et on va chercher à cette période-là de la planète, quelle est la signature induite par la planète sur l'étoile. Et là, ça nous donne la masse de l'étoile. Donc en regardant ces systèmes particuliers, on va connaître, sans voir un seul photon de la planète elle-même, la masse, le rayon et la période de la planète, ce qui permet de les caractériser dans leur ensemble. On peut savoir avec la masse et le rayon, par exemple, quelle est la densité de la planète. On en restera toujours au fait qu'il y a vraiment 2 domaines différents. Le système solaire où on peut aller faire de l'exploration in situ avec des robots qui vont creuser la Terre ici pour aller regarder ce qu'il peut y avoir éventuellement
des signes de développement bactérien, même fossilisés à l'intérieur du sol. Et puis l'observation exoplanétaire, quelque part ailleurs, même si c'est le voisinage immédiat, où le seul message qu'on a aujourd'hui, la seule information qu'on a, c'est ce message codé, ce code barre qui vient de la lumière et qu'il faut arriver à décrypter de toutes les manières possibles. On a défini la zone habitable d'une étoile en fonction de la distance à cette étoile. Il y a une zone à partir de laquelle la température est suffisamment faible pour que l'eau reste liquide, elle ne s'évapore pas. Et puis, si on continue à s'éloigner de l'étoile, maintenant la température baisse encore et devient trop faible pour que l'eau reste liquide. Donc il y a un petit anneau de distance autour de chaque étoile où on pense que l'eau peut être liquide à la surface de l'étoile. Et c'est ça qu'on appelle la zone habitable. C'est rien de plus. Ça ne veut pas dire que toutes les planètes qui sont dans cette zone sont habitées, mais en tout cas, l'eau peut être liquide à la surface de la planète. Et on pense que c'est une condition vraiment importante pour le développement et l'émergence de la vie. Depuis plusieurs centaines d'années, effectivement, l'homme prend conscience petit à petit de sa place. Au début, il pensait être au centre de l'univers. La Terre était au centre de l'univers. Aujourd'hui, on sait la place que la Terre a dans le système solaire, la place que le système solaire a dans la galaxie. On commence à comprendre que voilà, il y a des milliers de systèmes planétaires qui ressemblent ou qui ne ressemblent pas au système solaire, et il n'y a pas de raison de penser qu'effectivement la vie n'ait pas pu se développer à la surface d'une autre planète. Maintenant, d'ici à arriver à mettre en évidence la vie, même sous forme de végétation à la surface de notre planète, ça prendra encore sans doute quelques dizaines d'années, mais il est probable qu'on y arrivera et on montrera effectivement que de cette manière que la vie a pu effectivement se développer à différents endroits de la galaxie comme on peut raisonnablement le penser. Ça ne va pas être une recherche facile. Même définir ce que c'est que la vie et comment on peut la détecter à distance, on est forcément biaisé par le seul exemple qu'on connaît, qui est la vie sur Terre. On sait un petit peu les caractéristiques de la vie sur Terre, la production d'oxygène, la signature de la végétation qui est globalement verte. Donc il fait une signature dans le spectre qui est tout à fait unique à la Terre, dans le système solaire. Maintenant, une autre exoplanète où les conditions de vie sont peut-être un peu différentes, ont émergé et se sont développées sur des milliards d'années de façon un peu différente, soit parce que la température est différente, soit parce que l'orbite, au lieu d'être circulaire autour de son Soleil, va être allongée, créant des saisons complètement différentes de ce qu'on connaît sur Terre, soit parce que la température ou le niveau d'activité de l'étoile centrale sont très différentes du Soleil, donc ça oblige la planète à avoir des mécanismes, et surtout le système vivant, à avoir des mécanismes de défense de cette étoile. Le champ magnétique, la présence de nuages à très haute altitude, tout ça va faire la détection de cette vie difficile à interpréter, à comprendre. On a commencé il y a 10-15 ans à observer des atmosphères d'exoplanètes, à trouver déjà de l'eau dans leurs atmosphères, d'autres traces de molécules et d'atomes. On est peut-être passé à côté d'un système vivant, c'est possible aussi, parce qu'on n'a pas su le reconnaître. Donc il faut aussi aller dans cette recherche avec beaucoup d'humilité, parce qu'on a un système qu'on connaît, mais qui n'est peut-être pas le même exactement partout ailleurs. Il y a la moitié des étoiles dans la galaxie qui sont par paires, qui ne sont pas des étoiles isolées comme le Soleil, mais qui sont une paire d'étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. On a aussi trouvé des planètes autour de ces étoiles-là, donc soit autour de l'une des deux des composantes, soit autour des deux composantes. Donc ça aussi, c'est des conditions de formation des planètes qui sont dans ces systèmes, qui sont complètement différentes de celles du système solaire, d'où la diversité des planètes. De cette diversité des systèmes planétaires qui a été découverte, on va pouvoir effectivement comparer à notre système solaire pour voir les différences, les similitudes et mieux comprendre l'origine du système solaire.
savoir effectivement comment le système solaire a pu se former, pourquoi Jupiter finalement ne s'est pas rapproché de son étoile un peu à la manière de 51 Pegb, la première exoplanète qui a été découverte, et du coup la Terre a pu effectivement se développer et n'a pas été finalement balayée au passage de Jupiter, comment la vie finalement a pu apparaître à la surface de la Terre. Et d'une manière aussi complémentaire, ça peut être intéressant d'observer ce qui est aujourd'hui relativement difficile, mais qui va devenir possible dans les années qui viennent, la naissance des systèmes planétaires, en observant la naissance aussi des étoiles. Du coup, de voir ces systèmes planétaires dans leur enfance, en fait, avec simplement quelques millions d'années, en regardant des étoiles de quelques millions d'années dans des régions de formation stellaire, des sortes de pouponnières stellaires, qui sont un peu plus loin que l'environnement direct du Soleil dont on parlait tout à l'heure, du système solaire dont on parlait tout à l'heure, à 500, 1000, 1500 années-lumière, mais qui sont aujourd'hui toujours effectivement accessibles avec les moyens d'observation actuels, par exemple Spirou, qui observera aussi beaucoup les étoiles en train de naître, les étoiles et leurs planètes en train de naître, pour mieux comprendre justement l'origine du système solaire. Une chose qui est bien en astrophysique, c'est qu'au moins les choses sont suffisamment loin et qu'on ne peut pas, aujourd'hui en tous les cas, aller mettre les mains, parce qu'en général, quand on met les mains, on bousille tout. Donc voilà, c'est au moins quelque chose qui est rassurant de ce côté.